Bonjour, nous sommes le 17 octobre 2023. Le temps a été complètement changé depuis une semaine. On avait eu des éclaircies avec du soleil réchauffant l'ambiance, l'atmosphère. Enfin, réchauffant, je veux dire l'environnement. Mais ici, on se retrouve avec un froid, je veux dire, qui est quasiment, je veux dire, un petit peu glacial. Donc, bon, on a changé en une semaine, on est passé de l'été à vraiment l'hiver, alors qu'on est en automne. Bon, vous voyez que l'automne est variable, hein. Bon, elle montre son visage d'une certaine façon, et puis tout d'un coup, elle change pour vraiment changer son visage autrement. Donc, on a un temps vraiment variable et qui fait en sorte que bon, on ne reconnaît pas un automne, un vrai automne ici. Bon, on est passé du chaud au froid. Mais, en tout cas, on a des éclaircies aujourd'hui, hein, espérant que bon, la température va s'améliorer, et fatalement elle va s'améliorer, mais pas forcément, je veux dire, à la réchauffe de la semaine passée. Bon, un corps ici de masse de 0,5 kg qui tombe en chute libre, suivant la verticale, son centre d'inertie s'abaisse de A à B d'une hauteur de 10 mètres. Donc c'est une chute libre si vous voulez. Calculer le travail effectué par le poids au cours du temps, sachant que la masse est de 0,5 kg et que la hauteur est de 10 mètres. Bon, ici, je vais faire le problème d'une certaine façon. Une certaine façon. Quand je dis d'une certaine façon, je vais le faire par discrétisation, alors que c'est pas nécessaire de le faire par discrétisation. C'est pas nécessaire de le faire parce que bon, mais je vais quand même le faire par discrétisation. Alors, discrétisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement par décomposition d'éléments infinitésimaux, je veux dire très petits, hein. C'est la méthode de Leibniz. C'est la méthode de Leibniz. Donc, on va voir ici, si vous voulez, euh, le calcul d'une primitive, plutôt d'une intégrale, parce qu'on a des bornes d'intégration et c'est une intégrale définie. Donc, on aura l'intégrale définie. Quand je dis discrétisation, je vais le faire par intégrale définie. Bon, ça va être simple. Pourquoi ça va être simple? Parce qu'au bout du compte, on a quand même quelque chose de constant. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut calculer? Ben, c'est le travail. On demande de calculer le travail effectué pour aller d'un point A à un point B. Alors, la première des choses à faire, c'est que je vais dessiner la masse, qui est un corps. Je vais l'appeler corps. Voilà. Ça, c'est le corps qui va tomber. Bien sûr, il va tomber par exemple au sol, par exemple, hein, bah, j'aurais pu mettre une table ou quelque chose comme ça. Il peut tomber sur une table, il peut tomber. Voilà, si je mets une table, voilà, ici je peux dessiner une table comme ceci, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je vais le faire tomber au sol. Donc ici le niveau zéro, je prends le sol niveau la référence zéro. Donc référence, ça c'est niveau de référence qui sera ma référence niveau de zéro. Et ma référence c'est le sol. Voilà, et ça on a le corps, bien sûr avec le centre de gravité que je veux positionner par exemple ici. Et là, ben là au centre de gravité, ben, on a une force verticale dirigée vers le centre de la Terre qui est son poids. Et le poids d'application, c'est le centre de gravité qui est G. Voilà, le centre de gravité. Ou le centre d'inertie. Alors là, on a affaire au poids. Et donc, il faut calculer le travail. Alors, je rappelle que le travail, pour aller d'un point A à un point B, ici, ça va être le cas, parce qu'on va aller, si je prends ici le point A, c'est le niveau que voici. Voilà, le niveau A, voici. Et le niveau B, c'est le sol. Bon, on n'est pas si droit, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le niveau B. Et donc là, je positionnais un axe et je vais mettre l'axe des Z dans le sens du mouvement. Alors, les Z, je vais le fixer comme ceci. Donc là, j'aurai l'origine sera ici. Voilà, il va tomber au sol.
Donc ici, je ne vais pas prendre la référence, ce ne sera pas le sol, mais parce que dans les travaux, hum, ici, je vais évaluer le travail de AB. Le travail, pour aller du point A au point B, bien sûr, qu'est-ce qui va aller du point A au point B? C'est le poids. Alors, sachez une chose, qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail n'est rien d'autre qu'une force fois une distance. C'est quand une force déplace son point d'application d'un point A à un point B, c'est-à-dire une force fois une distance, ben, on peut avoir, voilà, attention que c'est vectoriel. Alors, qui dit vectoriel, ben, on peut avoir plusieurs cas de figure, soit le déplacement est horizontal, donc ça c'est le déplacement, si le déplacement est dans ce sens-là, sens du déplacement, et on tire la force en horizontal, la force est tirée horizontalement, le travail c'est égal à F fois voilà le déplacement que je vais appeler F fois X, ou F fois L, supposons que ça c'est L, c'est F fois L. Alors L, je peux le mettre sous forme d'un vecteur. Un vecteur où on a une origine que je prends ici avec un vecteur de base I. Et donc F fois L, qui est en Newton-mètre dans le système international, Newton-mètre qui est des joules, là c'est en joules, eh bien F fois L, bien sûr, c'est F, la norme de F, c'est un produit scalaire, c'est-à-dire que ça va donner un scalaire, parce qu'on peut avoir le produit vectoriel d'un vecteur A par un vecteur B, donne un vecteur C. Voilà, ça c'est un produit vectoriel. Le produit vectoriel donne des vecteurs, mais le produit scalaire donne des scalaires. Donc le travail est un scalaire. Alors la norme de A fois la norme de la longueur, fois le cosinus de l'angle entre F et L. Et cet angle-là, bon, ici il est de 0 degré. Et le cosinus de 0, ça fait 1. Donc on aura tout simplement F fois L. Donc, quand les forces sont parallèles dans la même direction, on a le travail vaudra F fois D. Tout simplement. Maintenant, si on a une force résistante, enfin une force dans l'autre sens, comme ceci, F, à ce moment-là, ici on a un cosinus de 180. Et ce cosinus de 180, là on aura moins 1. Ça, cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc on aura moins F fois L. Donc, dans le cas d'une force dans le même à 0 degré, on aura F fois D. Mais dans le cas d'une force à 180 degrés, on aura W est égal à moins F fois D. Et quand on a un moins, c'est une force résistance, ça empêche le mouvement. Voilà. Et quand on a du positif, ça veut dire que ça provoque plus un mouvement. Mais quand c'est négatif, ça empêche le mouvement. C'est un travail qui empêche le mouvement quand on a un travail négatif. Voilà. Alors quand est-ce qu'on a du positif ou du négatif? Mais suivant des angles donnés. Si vous avez, tout dépendra du cosinus, hein, parce qu'on a le travail c'est F fois D fois cosinus alpha. Alors pour tout autre angle qui est parallèle, je peux avoir des angles, voilà, donnés par rapport à la direction qui est alpha. Donc cosinus alpha. Alors ce cosinus alpha il peut être soit plus plus, et là vous aurez compris que alpha s'il est compris entre moins 90 et 90, ben, on a un travail positif. Le travail est positif. Maintenant, si on est de l'autre côté, le travail est comme enfin la force est comme ceci, fait un angle comme ceci avec la trajectoire, bien sûr, vous aurez compris que la trajectoire, elle est là. Hein. Ça, c'est la trajectoire. Hein. Là, on aura quoi? Ben, on aura, si l'angle est compris entre plus petit que 270, mais plus grand que 90, ben, le travail il est négatif. Maintenant, on aura deux cas de figure. Travail nul si alpha vaut soit 90 ou moins 90 degrés. C'est-à-dire perpendiculaire. Si on a un travail perpendiculaire, si on a une force perpendiculaire, je m'excuse,
Si on a une force perpendiculaire comme ceci, une qui est là, si on a la force qui est comme ça, ou la force qui est comme ça, ben là, il n'y a pas de travail qui est effectué. C'est des cas de figure, voilà, particuliers. Maintenant, autre chose, je rappelle que si vous avez plusieurs forces, alors si j'ai la trajectoire qui est comme ceci, alors qu'il y a plusieurs forces, j'ai une force F1 et une force F2, supposons que F1 fasse un angle alpha et l'autre F2 fasse un angle bêta, eh bien sûr, vous aurez compris qu'il faut prendre la résultante. Il faut aller chercher la résultante des forces. Voilà, donc là, il faut aller chercher FR avec son angle gamma, qui est ici. Gamma. Donc on aura FR fois le déplacement, bien sûr, fois le cosinus de gamma. Et ça, c'est le travail. Donc ça, c'est la force, c'est pour une force résultante. Et donc vous voyez que vous avez tous des cas de figure ici. Ici, quand on a une chute libre, je vais le faire par discrétisation, mais bon, qu'est-ce qu'on aura? Le travail vaudra la force, qui est le poids ici, fois, on va dire, la distance de A à B. Alors, la distance de A à B, elle fait, la masse fait 0,5. La masse fait 0,5 kg. Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire P, la norme de P fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle qui fait 0 degré, cosinus de 0. Le cosinus de 0 qui fait 1. Donc on aura P fois la distance AB. Et la distance AB, ben, c'est la hauteur. C'est P fois la hauteur. Et P, c'est M fois G. Alors, on a MGH. Donc ça veut dire que vous avez le potentiel ici, l'énergie potentielle ici. On a l'énergie potentielle. C'est-à-dire qu'on a M qui vaut 0,5 kg fois 9,81 fois la hauteur de 10 mètres. Ce qui fait, je ne sais pas combien, ma machine. 0,5 fois 9,81 fois 10. 49,05 joules. 49,05 joules. Alors, ici, le travail est positif. Le ici, il est positif. C'est-à-dire que le poids, le poids que vous avez là, ici, ce poids, ben, la direction est dans le même sens que le déplacement. Or, c'est une chute de corps. On a une chute de corps. Et donc, là, le déplacement, il est dans le sens, bien sûr, il est dans le sens vers le centre, il est dirigé vers le centre de la Terre. Tout comme le poids d'ailleurs. Dirigé vers, et le sens a la même direction que voilà, la trajectoire. Donc, le travail ici il est positif. On a un travail moteur. Alors, pourquoi on a un travail moteur? Parce que tout simplement, c'est le poids qui provoque la chute du corps. C'est le poids qui provoque la chute du corps. Le poids provoque la chute du corps. C'est pour ça qu'il est positif. Donc, on a un travail ici, travail moteur. Positif, travail moteur. Bon, ceci étant dit, maintenant, je l'ai fait voilà, par voie de constante. 0,5 c'est une constante, 9,81 c'est une constante, et les 10 mètres ici de hauteur, ce qui est la hauteur, ben, c'est une constante. Mais maintenant, on peut le voir sous forme de discrétisation, c'est pas un problème. Je vais le faire par discrétisation. Donc là, à ce moment-là, il faut que je mette un axe. Voilà, un axe. Je vais mettre un axe. Je peux mettre un axe comme ça, que je vais appeler Z, et là, je vais mettre ZA, et là, ZB. Bon, ZB n'est pas forcément le sol, hein. Ça peut être bon, une table surélevée, enfin, c'est pas forcément le sol. Ici, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ici, je vais calculer par discrétisation de A
AB, ben, pour rendre discret, je vais couper en éléments DZ. DZ. Bon, une multitude de DZ, voilà, une infinité d'éléments DZ, aussi petits soient-ils. Bon, je tombais sur la théorie de Leibniz, donc c'est-à-dire les infinitésimales et donc l'intégration. C'est une limite de somme voilà, de delta z quand les delta z tendent vers 0. Mais en plus de ça, ici, le poids il est constant. Hein. Donc ici, je peux écrire que c'est P fois PZ fois DZ. Bien sûr, entre les bornes ZB, ZA. Attention, attention, je ne vais pas me tromper, puisque c'est... oui, c'est le plus gros. Le ZB, c'est B et A, parce que la fin c'est B. La fin c'est B. Donc, c'est de B, la fin c'est B, parce qu'il doit arriver en B. BAA. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura ZB, ZA, PZ, DZ. Alors DZ, c'est tout simplement DZ fois un vecteur de base I, hein. C'est pour ça qu'il est vectoriel. C'est facile de rendre une longueur scalaire en vecteur. Hein. Vous avez une longueur scalaire qui est L. Pour la rendre vectorielle, vous faites L fois I. C'est simplement fois ça. Voilà, c'est comme X. X, vous avez X qui est un scalaire. Pour le rendre vectoriel, vous faites X fois le vecteur de base. Et donc là, vous avez bien un vecteur. XI devient un vecteur, X fois I. Alors, le PZ, c'est par projection, comme on a un axe horizontal, le poids, il vaut PZ. Là, ça, je l'ai projeté sur OZ. C'est pour ça qu'il n'est plus vectoriel. Voilà. Alors, idem pour DZ, je le projette sur OZ. Ben, on aura ZA, ZB, PZ, DZ. Ouais. Alors ici, PZ est une constante, c'est le poids. Je vous ai dit qu'il vaut 0,5 kg de masse fois 9,81 de mètres par seconde carré. Ouais. C'est une constante, donc comme c'est une constante, il peut sortir du signe intégral. Alors on a bien une intégrale définie ici. Et donc vous voyez que ça c'est ma première constante, alors que tout à l'heure, j'ai travaillé tout avec des constantes. Hein. Ici, tout était constant, donc il n'y a pas de problème. Donc je n'ai pas besoin d'intégration parce que j'ai pas une fonction. Le poids n'est pas une fonction de z ici, puisqu'il est constant. Le poids n'est pas une fonction de z, puisqu'il est constant. Donc, je peux le sortir du signe intégral. J'ai pas besoin de calculer voilà, la différentielle de z, parce que voilà, tout est constant ici. Donc, j'aurai zb moins za. La différentielle de z, ben, de dz, ça fait z. Ah oui, attention qu'ici, c'est le dz, ça fait pz. Alors, on aura Z entre les bornes ZB et ZA. Alors attention que le poids ici il est négatif hein, par rapport à l'axe, parce que j'ai choisi un axe. Voilà, le P, il est dans le sens contraire de mon axe. L'axe des Z, il est là. C'est l'axe des côtes. Alors X c'est l'axe des abscisses, Y c'est l'axe des ordonnées, et Z c'est l'axe des côtes. Et donc, PZ, bien sûr, il est négatif. Bon, j'aurais dû le mettre directement quand j'ai enlevé le vecteur, c'est-à-dire ici. En projection, c'est moins PZ, moins PZ, moins PZ, moins PZ. Mais, maintenant, en faisant moins PZ, alors là, je vais avoir ZB moins ZA. Et alors, ZB moins ZA est négatif. ZB moins ZA est négatif. ZB, c'est un petit moins grand. Par exemple, 3 moins 7 mètres, ça fait moins 4 mètres. C'est une petite valeur, parce que ZB est plus petit que ZA. ZB est plus petit que ZA. Donc, ce que je peux dire, mais que ZB moins ZA est négatif. ZB moins ZA est négatif. Ça implique que ZB moins
ZA est négatif. Donc ce qui veut dire qu'ici, ZB moins ZA est négatif. Et du négatif avec du négatif, ça fait du positif. Donc on aura PZ, ZB moins ZA. C'est-à-dire que je peux calculer PZ, c'est... PZ, on sait bien que c'est 0,5 fois 9,81 et la hauteur fait 10 mètres. Et là, vous retrouvez la même chose. Donc ici, tout est facile parce que tout est constant aussi. C'est juste bon, un artifice par discrétisation, mais c'est pas nécessaire de faire ça parce qu'on sait bien que bon, on a 0,5 qui est constant, 9,81 qui est constant et je veux dire 10 qui est constant. Donc il n'y a pas besoin de faire une discrétisation, voilà, et décomposer en éléments de longueur. Ça, vous faites ça quand vous avez PZ qui est une fonction de Z, c'est-à-dire voilà, on donne la fonction. On donne une fonction là, il faut faire la différentielle et calculer l'intégrale de PZ dz, sachant que PZ est une fonction de Z. Mais si PZ est une constante, donc on n'a pas besoin de faire une discrétisation. Hein. Voilà. Et donc, la valeur, je vous rappelle que c'était ma machine où je l'avais calculé 49,05. 49,05 joules. Voilà. Et donc, 49,05 joules. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer ça comme enseignement? C'est que quand un corps tombe, bon, il effectue un travail positif. Parce que le poids concourt à faire en sorte que... voilà, c'est un travail moteur. Il va concourir à faire en sorte qu'on aura un travail moteur, c'est-à-dire que le poids va provoquer, je veux dire, la chute du corps. C'est lui qui provoque la chute du corps. C'est le poids qui provoque la chute du corps. Dès le moment où il y a un poids, au travers, bien sûr, de l'effet de la gravitation, le corps va tomber. Mais la gravitation intervient dans le poids, parce que P est égal à M fois G. Bon, ça c'est le premier renseignement. Le second, c'est que, bon, on peut calculer directement la formule. Le travail est égal à travail de A à B. Le travail de A à B par le poids fois la hauteur. Voilà. Tout est constant. Hein. Et en plus de ça, le cosinus alpha, il est parallèle. Le P est parallèle à la direction, donc est dans le même sens. Donc P cosinus alpha. Le cosinus alpha vaut 1. Voilà, donc on peut faire P fois H, mais qu'on peut faire une discrétisation. On peut rendre les choses discrètes par calcul intégral. Voilà. Donc calculer PZ dz pour aller de, bien sûr, de B. Voilà, c'est le plus... la direction, c'est de B, voilà, de A vers B, donc ça s'écrit de B à. B, ça s'écrit comme ça, B à. Alors qu'on va de A vers B. C'est normal, on met la fin, dans les intégrations, on met la fin, moins le début. On fait ça comme ça. Ce qui va donner du négatif, hein. Mais le PZ, là, il est négatif aussi. PZ, il est négatif parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe. Alors que tout à l'heure, bon, quand j'avais fait par constante, je n'ai simplement regardé que la direction. Hein. Là, le P était positif. Il est positif parce que j'ai juste regardé que le corps tombait dans ce sens-là. Et donc P était dans la même direction que le déplacement. J'ai regardé juste le déplacement. Alors on peut mettre un vecteur déplacement, hein, c'est pas un problème. Un vecteur déplacement, voilà, avec un vecteur de base I ou J, peu importe. Voilà, créer un vecteur déplacement. Et le vecteur de déplacement, il est là, c'est DAB. Voilà, c'est DAB. Donc vous voyez que le mode d'attaque de ce problème peut être de manière, soit on voit que, on regarde que tout est constant, on travaille, voilà, tout simplement la formule par l'entremise directe, c'est-à-dire P fois H,
sachant que cosinus alpha avec alpha vaut 0, ou alors on l'attaque par calcul de discrétisation, par calcul intégral, par variation, mais ici, on va retomber sur des constantes parce que pH sont constants, donc ça sert à rien de passer par le calcul intégral. Hein. Ça sert à rien. Voilà, calcul intégral, on fait du calcul intégral quand on a, bien sûr, P de Z qui est une fonction de Z. Mais ici, bon, ben, P de Z est une constante. Donc, il n'y a pas besoin de faire le calcul intégral par discrétisation. Mais voilà, on peut passer par là. Bon, il n'y a pas je veux dire, de grande utilité de passer par là, mais voilà, on peut le faire directement par P fois H pour avoir la réponse. Hein. Vous faites P fois H, vous avez la réponse. Il n'y a pas besoin de faire tout un petit calcul intégral pour... on fait ça, comme je vous ai dit, quand P de Z est une fonction de Z. On vous donne la fonction P de Z. Voilà, mais ici, c'est pas le cas. P de Z est une constante. Je vous remercie.